Ok, bonjour à tous. C'est la partie où je me présente. Julien Coquet, 41 ans, 2 enfants. Je suis accessoirement responsable du conseil pour l'entreprise de conseil analytics qui s'appelle Upsells, partie du groupe BD à Paris. Oui, donc il y a plein de trucs rigolos. Donc effectivement, je suis consultant. J'occupe aussi d'une entreprise qui s'appelle Upscan, qui, on aura l'occasion vraiment d'en parler parce qu'on n'a pas d'internet, qui fait de l'assurance qualité du marquage, donc pour tout ce qui est effort de déploiement de tag marketing, JavaScript ou même juste des images. On fait toute la partie automatisation d'assurance qualité. Voilà. Donc ouais, j'ai un peu cette casquette de Tolly Analytics parce que je fais ça depuis beaucoup trop longtemps. Et que ben, du coup, je suis aussi reconnu par Google pour différentes interventions. Je suis top contributeur. Et voilà, donc encore une fois, ça fait beaucoup trop longtemps que je fais ce métier-là. Donc deux casquettes. Upsells, donc c'est une boîte de conseil, donc qui fait donc toute la partie conseil stratégique jusqu'à la technique pour la partie analytics et marketing digital de manière générale. Et Upscan, donc une entreprise qui est en fin de compte une boîte logicielle qu'on a montée comme un outil interne à Upsells à l'époque et qui du coup est devenue sa boîte à part entière, implantée à Boston avec French Tech, et qui donc depuis vit sa vie indépendamment, et donc pour laquelle je fais la partie évangélisation, bonne pratique sur la qualité de données. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, on va parler en fait contre sur les clients. Ok, bon, c'est des gros logos, c'est mignon, c'est des PME familiales, mais on fait aussi des plus petits, hein, d'accord? Cool. On va faire une sorte de petit combo de cauchemar en cuisine. Alors, la version française avec Etchebest, elle me fait doucement rigoler, donc j'ai pris l'original avec Gordon Ramsay. Vous verrez. Vous aurez remarqué aussi que je parle assez rapidement, peut-être parfois trop, donc n'hésitez pas à me faire lever la main, à répéter, il n'y a aucun problème, je suis habitué à ça. On va essayer de voir des cas de figure qui semblent vraiment évidents quand on sert d'un outil de stats comme Google Analytics. Alors avant qu'on fasse le gros débat, ouais mais il parle que de Google, la réalité est que dans 90% des cas dans la salle, vous avez été au moins exposé une fois à Google Analytics. Est-ce que je me trompe? A priori, non. Voilà. Donc oui, il y a d'autres outils. Il y a Exity, donc à Internet, il y a Piwik, il y a Omniture, il y a toute une foultitude d'outils de stats, d'accord. Même si on a tendance à se racheter un peu les uns les autres en ce moment, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui valent pour tous les outils de stats que vous allez voir sur le marché, d'accord. Mais avec un angle analytics, parce que c'est plus facile pour vous de l'appréhender. Ok. Donc le premier, en fait, ça va être une série de 7... presque 7, on va dire, erreurs critiques à éviter quand on utilise Analytics. En général, Analytics, on l'utilise pourquoi? C'est une question simple. Hein. D'accord, ok. Quoi d'autre? Taux de rebond? Ok, ouais, pourquoi pas? D'accord, canon d'acquisition marketing, ok. Quoi d'autre? Bien, ça aurait dû être le premier truc. Hein. Je ne vais pas être méchant, mais bon. Ok. Donc ouais, on sert d'un outil de stats. Pourquoi? Pour calculer combien de fois les gens viennent sur le site, ce qu'ils font sur mon site. Est-ce que ce qu'ils font sur mon site a une valeur pour ma boîte? D'accord. Donc la conversion, c'est est-ce qu'ils vont acheter quelque chose? Est-ce qu'ils vont s'inscrire? Est-ce qu'ils vont télécharger un PDF? Est-ce que bon. Ok, bon. Vous comprenez le principe. Le problème, c'est que malheureusement, ce n'est pas toujours bien traqué. D'accord. Moi, je travaille avec des grands groupes tous les jours et ces gens-là se plantent. Il n'y a pas d'autre mot, ils se plantent comme des loutres. D'accord. On est en 2016. On utilise une techno qui est JavaScript qui existe depuis 21 ans maintenant. 21 ans, oui, oui. Et on se plante toujours quand il faut mettre un bout de code de base pour traquer l'activité d'un internaute. D'accord. Et vous avez remarqué aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas que du analytics à mettre sur un site. On a du tag AdWords, on a du tag double-click, du retargeting, du chat. On a plein de trucs comme ça. Et ben, en général, l'interlocuteur technique dit « Ouais, pas de problème, je sais faire ». Et puis, le site est lancé. Puis, alors, tu l'as fait? Quoi? Ah, tu sais mettre les tags? Ah, ouais, non, j'en mettrai dessus plus tard. Hein. Et tu sais qu'on a lancé le site il y a un mois, là, ils sont mes résultats. Donc, il y a toute une partie maturité aussi des intégrateurs techniques à avoir, où ils voient la partie analytics comme une sorte de sous-ensemble des choses qu'ils ont à faire pour taguer un site, ou pour même le lancer, et ça ne peut plus durer. Quoi. On est en 2016, donc si en 2016, vous avez un interlocuteur technique qui ne sait pas comment utiliser un truc tout bête comme Google Analytics ou Google Tag Manager, virez-les. Voilà, ça c'est fait. Vous remarquerez aussi que j'ai, pour ceux qui font un peu de Donjons et Dragons, quand je fais un jet pour la diplomatie, je tombe sur 1. Donc voilà, donc je ne suis pas fait pour ménager les gens.
D'accord. En général, quand il y a un truc qui ne va pas, je le dis. Voilà. Donc, si un interlocuteur ne sait pas gérer une campagne de pub avec Analytics, avec des tags, par exemple, virez-les. On est en 2016. OK, donc première erreur, l'absence de plan de marquage. Qui a un plan de marquage dans la salle? Qui sait ce que c'est? Alors, j'ai 2 mains levées. Ça craint. D'accord. Un plan de marquage, c'est quoi? Le plan de marquage, c'est votre Bible. C'est votre document qui va dire voilà les éléments que je vais pouvoir traquer sur mon site par rapport à ma stratégie de collecte de données. D'accord. En gros, j'ai une page web. Qu'est-ce que je capture comme information sur cette page? Est-ce que c'est une page vue? Est-ce que c'est une page produit? Est-ce que c'est un clic, un événement, une soumission de formulaire? D'accord. Donc, la question en général, quand je pose à mes clients, mais putain, il est où ton plan de marquage? Et en général, ils ne savent pas. Ils se disent ouais, j'ai un Google, pas de problème, je mets sur mes pages et puis ça marche. Puis dans la vraie vie, ben, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Alors peut-être que moi, en tant qu'expert, je me dis, je me fais une montagne d'un truc et que c'est super important et que je suis en train de sortir ça des proportions. Dans la vraie vie, quand vous avez quelqu'un qui est une direction marketing ou une direction de produit qui nous dit ben moi je veux avoir une vue très claire sur combien de fois mes produits ont été vus, depuis quel canal avec tel type d'interaction, ben je vais pouvoir dire ah ben oui, mon plan de marquage il est fait en fonction de ça, pour pouvoir capturer l'information sur la page vue, sur le produit, sur tous les attributs qui vont avec, etc. etc. D'accord. Donc votre plan de marquage il sert à ça. Donc un plan de marquage, à quoi ça ressemble? C'est déjà c'est la base. D'accord. Si vous n'avez pas de plan de marquage, si vous n'avez peut-être pas posé les questions de vos KPI. KPI, je parle dans le vide ou c'est bon? Indicateur de performance. Key Performance Indicator. Bon. Donc en gros, c'est toutes les métriques. Les slides seront dispo. Hein. Les gens qui prennent des photos, vous êtes très mignons, mais ça sera dispo. Un KPI, c'est quoi? Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est quoi? C'est comment est-ce que je vais pouvoir définir une performance et comment je vais pouvoir l'évaluer. Est-ce qu'à la fin de la journée, mon site a bien fait son boulot ou pas? D'accord. Donc je vais définir mes taux de conversion, je vais définir mes indicateurs, je vais définir... Bon. Et le plan de marquage, c'est le document qui va me permettre de modéliser comment les éléments nécessaires à la capture de ma performance seront déclinés page par page. C'est bon pour tout le monde? Cool. Si vous n'avez pas ça, vous mettez le doigt dans l'œil. Ça peut être hyper simple, mais ça peut être aussi hyper compliqué. Alors, quand je dis que c'est un format PowerPoint ESL, je vais vous montrer les détails que ça peut faire. Sur un PowerPoint, attends, il faut short de ça. Sur un PowerPoint, ça peut donner un truc comme ça. Alors, je sais plus, là, en plein écran. Ça, c'est chez un de mes clients, par exemple, ou sur... Bon, là, c'est, pour ne pas les citer, c'est Tissot Édition. Voilà, donc on fait un plan de marquage pour Tag Manager, par exemple, qui va du coup faire un peu la même chose qu'on fait avec GA. Mais voilà, on dit, OK, très bien, je veux capturer tel attribut sur le visiteur, je veux capturer tel attribut sur les contenus, je veux capturer, OK, et je le traduis en fait sous forme d'éléments techniques. Donc c'est ça que mon développeur va mettre en place sur mon site, d'accord? Le but aujourd'hui n'étant pas de faire un cours sur le Tag Manager, mais en gros, un document peut ressembler à ça. Où je dis, voilà, sur chaque page, sur des éléments cliquables, je vais ajouter tel élément qui va dire, OK, je clique. Quand je fais un clic, il se passe tel truc dans Google Analytics, d'accord? Ou tel truc dans Google Tag Manager. Et ce genre de truc, il faut que vous puissiez le mettre sur chaque élément que vous voulez pouvoir mesurer. D'accord? On ne vous demande pas de traquer le moindre clic, on vous demande de traquer les clics importants. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu Einstein, qui disait c'est pas parce qu'on peut tout mesurer qu'on devrait. Je paraphrase, hein, d'accord? Donc, trouvez les éléments qui sont intéressants pour vous et qui vont permettre d'alimenter vos KPI et vos différents leviers pour dire, OK, ben, très bien, je traduis ça en plan de marquage. Après, ben, du coup, OK, j'ai une partie e-commerce, par exemple, ben, sur une page commerce, je sais que je vais pouvoir traquer, par exemple, un numéro de produit, d'accord, ou je traquer un attribut de mon produit. Si je ne fais pas ça, ben, dans mes rapports, à la fin, j'ai rien. D'accord? Donc, mon plan de marquage est hyper important. Voilà, voilà, voilà. Donc, en général, ce genre de document, il est accompagné par un document Excel, qui lui, du coup, alors attention les yeux, parce que là, c'est de l'Excel, et Dieu sait qu'Excel est imbitable sur Mac. Voilà, donc j'essaie de le faire un petit peu. C'est God Save the Kids, c'est un site qui, je crois, est presque mort de vente de vêtements pour enfants. Où du coup, ben voilà, sur chaque page, je dis, ou chaque groupe de pages, voilà, j'ai mon univers, mon rayon, la famille de produits, sous-famille, etc. Et tous ces éléments-là, je vais devoir après les décliner sous forme d'attributs dans Google Analytics, ou dans Piwik, ou dans je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, ce document-là que vous voyez dans Excel, il est plus pour les développeurs. Le document que vous avez vu avant, qui était plus type PowerPoint, il est plus pour les équipes market et éventuellement pour des techniciens qui ont besoin de comprendre visuellement comment ça se passe. D'accord? Mais ce genre de document, si vous ne l'avez pas, vous vous plantez. Des questions?
Vous êtes formidable. Ok, on repasse sur les slides. Encore une fois, désolé, j'aurais pu vous montrer plus de trucs, mais on n'a pas Internet. Voilà. Donc, vraiment, donc, le plan de marquage, c'est la base. Si vous n'avez pas de plan de marquage, c'est même pas la peine. D'accord? Si après, vous dites, mais juste besoin de mettre un tag de base, ok, allez-y, éclatez-vous. Vous aurez des pages vues et des visites. C'est cool, mais ça ne vous aidera pas à aller plus loin dans votre réflexion. Ok? Alors, le beeper, clic, voilà. Gouvernance de données. Ah, ça c'est un mot que j'aime bien. C'est à la mode et tout, c'est un peu avec big data et tout, et prédictive et trucs. Donc, gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est encore une agence à créer le compte, putain! Il y a combien d'agences dans la salle, là, à peu près? Des agences médias, marketing? Une, deux, trois. Ah si, c'est pas la peine d'avoir honte. Hein, je sais bien que c'est un peu agressif là, mais... alors, je sais que c'est rigolo quand on est une agence de créer un compte Analytics pour un client. Super, j'ai un client, je vais faire son site, puis je vais mettre des stats et tout. Et bien le problème, c'est quand vous créez un compte pour Analytics pour le client, c'est vous qui êtes propriétaire du compte et pas le client. D'accord? Que quoi qu'on vous dise par rapport à Google, les données en fin de compte appartiennent au client. D'accord? Il n'y a pas de clause, enfin toute la parano que vous avez eue, qu'on vous a fourré dans la gorge depuis des années parce que vous avez peur de Google. Non, les données appartiennent réellement à la personne qui crée le compte. Donc le jour où l'entreprise vous dit « c'est bien, vous m'avez fait un compte, mais en fin de compte, les données sont à moi ». Et ce jour-là, vous l'avez dans l'os, pour parler gentiment. D'accord? Parce que du coup, même si vous gérez les droits d'accès différemment, on dit « ok, je suis une agence, mais je donne aussi accès au rapport à mon client », ce n'est pas la même chose que de faire créer le compte par le client. Donc, toujours, quand on est une entreprise, on crée son propre compte. D'accord? Avec idéalement une adresse qui est rattachée à un compte Google ou autre qui vous appartient en tant qu'entreprise. Le jour où il y a le moins de problèmes légaux, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous retourner. Là, par exemple, on a travaillé avec un grand groupe automobile français. Il n'y en a pas qu'un, vous verrez vite qui c'est. Et qui s'est retrouvé dans une situation où du coup, l'agence qui avait créé les comptes a disparu. Donc plus d'accès, plus rien, plus de machin. Et donc du coup, derrière, hop, on est obligé de repartir from scratch avec un compte Analytics qui est vide. C'est pratique hein, pour l'historique et tout. Donc aussi, l'autre point, c'est donner accès. On crée le compte en tant qu'entreprise et après, on donne accès aux tiers, soit des agences, etc. Si vous êtes une agence, faites créer des comptes par le client. Vous lui demandez son login Google ou autre chose, vous créez le login à sa place, mais ce qui compte, c'est que ce soit lui qui ait créé le compte, de manière ou d'une autre. D'accord ? Et vos besoins de tracking en tant qu'agence, on s'en fout. Je veux dire, c'est gentil d'avoir vos impératifs de mesure, je vais pouvoir mesurer ce que fait mon client, mais en fin de compte, ce n'est pas votre business. D'accord? Je sais que c'est gratifiant, vous voulez avoir des informations sur comment votre site performe, surtout parce que vous l'avez fait pour le client, mais voilà, idéalement, vous devriez juste créer un compte. Et puis, voilà. Si après, vous avez votre propre plateforme de trafic, genre vous avez inventé un Piwik ou je ne sais pas quoi, c'est votre problème. D'accord? Mais un outil qui est tiers, avec des niveaux de service, est-ce qu'il y en a dans la salle qui utilise Google Premium pour Analytics? On ne sait jamais. Hein. Quand on a une version de Google Analytics Premium, donc 360 maintenant, qui coûte un bras, d'accord, mais on sait pourquoi, du coup, les notions de propriété de données sont hyper importantes. Donc voilà. OK, next. Alors, le syndrome du stagiaire. Alors là, je vous parle d'une situation où des gros mythos stagiaires Excel, t'as cru que vont t'embaucher à la fin du stage. Donc ça, c'est la partie hyper cynique de bon. Ce qui se passe, c'est que quand on a une boîte du CAC 40 qui a un compte GA ou un compte AT Internet et qui a donné les accès à un stagiaire en mode admin et que le gars n'est pas renouvelé à la fin de la période et puis qu'il efface le compte Analytics et que comme tout le monde ne sait pas comment ça marche, et qu'on se retrouve avec des stats vides où le compte est effacé, on est très mal. D'accord? Donc, faites gaffe à qui vous donnez accès à votre compte. D'accord? Donc, verrouillez vos droits d'accès. D'accord? Vous avez maintenant moyen de donner des droits d'accès qui sont plus ou moins fins en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord? Et surtout, comment vous avez organisé vos différents comptes Analytics. Vous allez pouvoir dire, OK, sur telle section de mes données, je donne accès à tel sous-ensemble de mes données. D'accord? Et idéalement, vous avez des outils maintenant qui permettent de vous faire des checks automatiques de est-ce que vous avez accès, enfin qui a accès à mon compte et à quelle information dans mon compte. Ça, c'est hyper important parce que ça vous gagne un temps fou. Enfin, ça vous crache des audits mensuels sur, voilà, tous les mois. Tiens, voilà qui a accès à tes comptes. Très pratique. C'est bon? OK. Numéro 2, gestion de compte. Ah, c'est cool ça. Et forcément, Gordon, il va nous dire...
Mais bien sûr, on a donné de prod de tests en prod. Le truc classique, c'est vous vous êtes amusé à créer un compte Analytics pour mesurer les données de test et un autre pour quand le site sera en live. Et qu'est-ce qui se passe les 3 quarts du temps chez mes clients? C'est le site passe en live, on a oublié de changer l'ID Analytics, disons les mecs. Et puis tu as des données de test qui continuent de grimper et qui montent en flèche dans les comptes de test. Et puis sur le compte en prod, on n'a rien. Et puis on s'en rend compte un mois plus tard. Et puis, au fait, tu as les stats du lancement? Non. Mais elles sont où? Dans le compte de dev. Et c'est normal ça? Non, parce qu'on a merdé. Voilà. Et en général, ils ne savent même pas qu'ils ont merdé. D'accord? En général, on se retrouve avec un compte vide, avec 0 information de campagne. Moi, j'ai payé je ne sais pas combien de milliers d'euros en AdWords pour booster le lancement de la campagne, et j'ai ma cash. D'accord? Donc, le coût avoir des données de test en prod, ou de prod en test, c'est toujours rigolo. Hein? Mais il m'est arrivé un truc rigolo, c'est chez Canal+. À une époque, Canal+, donc une grosse implémentation Omniture, enfin un gros truc bien lourdingue. Et bien l'intégrateur qui avait fait le mini-site pour la nouvelle émission qu'il venait de lancer s'est dit c'est rigolo, je vais prendre le code de tracking de la homepage de Canal+. Et puis ils l'ont copié sur la page de lancement de l'émission. Donc quand le micro-site pour lancement de l'émission est lancé, c'est marrant, la homepage de Canal+, ça fait un pic dans les stats, dis donc. Et puis dans le sous-rapport qui était dédié à l'émission, il y avait que dalle. Voilà. Donc faites hyper gaffe à comment vous gérez vos comptes. C'est pas dur. C'est pas de la physique nucléaire ce qu'on fait. Donc je veux dire, c'est un développeur qui peut justement faire un switch entre je suis en prod, pas en prod, c'est tout con. Si vous utilisez Google Tag Manager ou Tag Commander ou autre chose, c'est hyper facile de faire ça. De choisir un environnement où je suis en prod, pas en prod. Donc mon tracking, il va vers tel compte ou pas tel compte. OK. Donc, dans les recos, effectivement, gestion des propriétés. Donc ce qu'on appelle donc les propriétés, donc ce sont les grands silos dans lesquels on envoie l'info dans Analytics. Donc faites gaffe à comment vous allez les dispatcher. Évitez les identifiants en dur. Donc, combien d'entre vous font encore du marquage Analytics en dur, donc avec le tag Analytics JavaScript dans les pages? C'est pas grave, hein, vous pouvez lever la main. Combien servent d'un tag manager aujourd'hui? Bien. Bon, c'est un bon signe. Donc oui, en 2016, si vous faites encore du tag à la main, à moins que vous ayez une bonne raison de le faire, arrêtez, passez un tag manager. Ça vous permettra de faire mal de choses plus finement. Et puis honnêtement, ça vous rendra la vie plus facile. OK, qu'est-ce qu'on voit après? Après, on va voir l'absence de marquage de base. Encore mon petit Gordon là. Ouais. Et le fait d'avoir justement juste de s'assurer que son agence a mis un bout de code de base sur toutes les pages du site pour avoir au moins mesuré la base de la base, quoi. Au moins les pages vues, les visites au rebond, ce genre de conneries. Mais même ça, ça passe mal quand même en clair-obscur. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, quand on demande à une agence « mets-moi Analytics sur toutes les pages », ils ne sont pas foutus de le faire. Il y a toujours une partie du site qu'ils ont oublié, ou ils ont oublié de mettre ça sur telle ou telle page. Et franchement, aujourd'hui, que vous ayez un bout de PHP ou de je sais pas quoi, de Python ou de je sais pas quel bout de code dans votre CMS qui gère toutes vos pages. Attends, on a Indiana Jones là, attends. Ok, c'est toujours la blague. Combien est-ce qu'il y a de T dans Indiana Jones? Il y a 12. Ok, bon. C'est pas fait une petite transition, c'est cool. Donc ouais, l'idée c'est que trouvez un moyen de trouver toutes vos pages. D'accord? Si vous avez un site où vous avez plusieurs sections ou des sous-domaines qui sont un petit peu isolés, vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous avez comme contenu dans vos sites, prenez un sitemap, prenez un Google qui va essayer d'annexer toutes vos pages, et sur ces pages-là, assurez-vous que vos pages sont taguées. D'accord? Donc mettez vos tags systématiquement, et idéalement, voilà, utilisez un TMS, comme on dit, donc un Tag Management System, comme Google Tag Manager, parce que c'est gratuit et tout. Voilà. OK. Question là-dessus? C'est à peu près... bon. Allez, next. Pas d'objectif. Donc on va revenir au début sur la partie « OK, mais j'ai un site web, pourquoi faire ?» Et c'est vraiment ça. Mais putain, il sert à quoi ton site? C'est quoi l'objectif? Est-ce que je me suis posé la question au début de « Est-ce que mon site a une finalité ?» OK, donc par exemple, je suis un PSA. Donc mon site, c'est de faire de la fidélisation autour de
Allez, de la communication autour du lancement de nouveaux modèles, par exemple de nos véhicules, c'est d'utiliser le configurateur, c'est d'utiliser le formulaire de prise de rendez-vous en concession, alors soit pour aller voir le véhicule, soit pour l'essayer. C'est passer par le... Il y a plein de différents objectifs. Vous allez voir que vos objectifs, ils sont définis en deux. Vous avez donc vos macro-objectifs, ceux qui vont vous dire, OK, est-ce que dans l'ensemble, mon site sert les intérêts de ma boîte ? Et les micro-objectifs ou les micro-conversions, qui sont les différents éléments qui sous-tendent la macro-conversion. Donc par exemple, le fait de cliquer sur un gros bouton rouge, ce n'est pas un objectif en soi, enfin ça peut l'être, hein. Mais en général, c'est un facteur contribuant à la conversion en général qui peut être « je m'abonne » ou « j'achète ». D'accord ? Donc le fait d'avoir des micro et macro conversions, c'est intéressant pour prioriser les efforts, déjà, en termes de déploiement, et aussi de mieux comprendre comment une page est utilisée. Hein ? Par exemple, sur un site e-commerce, une macro conversion, ça peut être l'achat, mais une micro conversion importante, c'est l'ajout au panier. D'accord ? Ou le fait de choisir une quantité ou une couleur. Hein ? Donc, c'est vraiment ça. Il faut avoir des objectifs. Et c'est pour ça que normalement, je devrais faire une partie sur comment est-ce qu'on fait des objectifs dans la console Analytics, mais on n'a pas de Wi-Fi, donc pas de bol. Est-ce que tout le monde a déjà vu comment on faisait pour créer un objectif dans Analytics ? D'accord ? Vous en avez, alors c'est pas une formation, mais en gros, vous avez 4 parfums, donc maintenant 5 types d'objectifs que vous avez dans Analytics. Donc on a le fait d'arriver sur une URL, donc ok, je suis arrivé sur la page merci.html, okay, vous avez acheté votre produit. Vous avez le fait d'avoir déclenché un événement, comme par exemple cliquer sur un gros bouton rouge ou cliquer sur le bouton ajouter au panier. Vous avez la partie combien de temps les gens ont passé sur mon site, d'accord, et combien de pages ils ont vues. Et vous avez un nouveau petit module qui sert, allez, je vais dire pas encore, il n'est pas encore bien mûr, c'est la partie Smart Goals. Donc c'est une partie donc, du coup, qui va essayer d'optimiser votre conversion par rapport à AdWords. Mais bon, ça c'est, je ne sais pas s'il y en a qui s'en servent dans la salle, Smart Goals, pas encore. Bon. Vous devriez y avoir accès maintenant. Ok. Ça me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse sur le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est intéressant ou pas ? Comment je calcule le taux de rebond? C'est au bout de combien de secondes? Pas tous à la fois. 10 secondes? 30 secondes? Perdu. Il n'y a pas de notion de temps dans le calcul du taux de rebond. D'accord. C'est j'arrive sur ma page et j'en pars aussitôt. D'accord. Si en revanche, je sais que j'arrive sur la page et je clique sur un gros bouton rouge, là, du coup, je casse le rebond. Donc, c'est-à-dire que du coup, si vous allez avoir des stats qui sont basées sur le nombre de pages vues pendant la visite ou sur le temps passé sur une page, faites gaffe à ça, justement. Parce que votre taux de rebond, du coup, plus il va être proche de 100%, plus votre temps passé sur le site, en moyenne, va être proche de 0%, de 0 secondes. Parce que, par définition, vous n'avez pas de page B après la page A pour savoir combien de temps vous avez passé. Enfin, OK. Donc, l'idée, c'est que, pour revenir à mes objectifs, votre but en tant que marketeur ou en tant qu'chef d'entreprise, ou enfin pas forcément chef d'entreprise, mais vous avez un patron, et le patron, toutes les semaines, il vous dira, alors, t'as vendu combien? Alors, comment il va le site web? On a combien de nouveaux abonnés? Votre boulot, c'est vous faire mousser auprès du patron, ou de faire mousser le patron auprès de son patron. D'accord? On ne va pas se la raconter, dans n'importe quelle boîte, c'est la politique. L'objectif vous permet de vous justifier, ou de gratifier le patron. Ou vous gratifiez vous-même, si vous êtes le patron, félicitations. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans un mois, on vous dira, écoute, si vous avez bien fait vos objectifs, mon objectif, c'est gagner en visibilité, par exemple, passer de 2,3 pages vues en moyenne par session à 2,8 pages par session. On se dit qu'on se crée des règles comme ça pour progresser. Et si à la fin du mois, je n'ai pas atteint mon objectif, il faut que je puisse me justifier. D'accord. Et le fait d'avoir bien défini mes objectifs me permet de bien les avoir tagués après, permet de dire, OK, voilà comment je justifie que j'ai atteint ou pas mes objectifs. D'accord. Donc, ce n'est pas juste pour du bullshit, hein, ce n'est pas du pipeau, c'est pour dire, OK, les outils de tracking vous donnent tous les éléments de mesure qui vous permettent de vous justifier à la fin de la période. D'accord. À la fin du trimestre, OK, est-ce que j'ai vendu plus ou moins, ou est-ce que je suis dans les clous? D'accord. L'erreur numéro 5, c'est le marquage des campagnes. Alors, c'est campagne en général, donc AdWords, display, social, j'en passe des meilleurs. Combien aujourd'hui se servent des paramètres UTM dans les campagnes, dans la salle? Pas tous à la fois.
Ah, quand même, quelques-uns. Oui, d'accord. Et en général, c'est pour quel type de canal? Email, d'accord, ok. Autre chose? Ouais. Social pour quoi? Twitter, Facebook? Enfin, le classique, quoi, d'accord, ok. Donc, en gros, vous avez, faut bien comprendre que Google, il arrive quand même à reconnaître de façon un peu automatique les canaux de provenance. Donc, il regarde le référeur, il regarde, ok, mais très bien, j'arrive depuis tel domaine. Donc, du coup, on peut supposer qu'on est en provenance d'un réseau social ou d'un moteur de recherche, etc. Bon, c'est pas forcément toujours au point, hein. Quand on voit que Bing, par exemple, il a fallu que quand Bing est arrivé sur le marché, il a fallu qu'on tague manuellement les recherches qui venaient de Bing pour pas les louper en tant que référeur. Bon, c'est un peu moins grave maintenant. Je trouve que Google fait des progrès là-dessus. Maintenant, dès que vous avez la moindre campagne de com, que ce soit donc du print, de la télé, si, la télé ou de la radio, sérieux. La télé ou la radio, vous faites du social, vous faites de l'email, vous faites du display, vous faites de l'affi, vous faites n'importe quel type de canal marketing. Le premier truc auquel vous pensez, c'est je mets des paramètres UTM, donc source, medium, campaign, content. D'accord. UTM terme, il faut l'oublier, hein, il ne sert plus à rien. Donc, ça devrait être le nerf de la guerre. Et pour ça que mon Gordon, il fait hey, bande de winners, je cible comment mon marketing? Parce que bah, du coup, si j'ai pas de visu sur quel canal m'apporte le plus de trafic et surtout, est-ce que ce canal a converti, ben, ça ne me sert à rien de balancer les gens par les fenêtres. Hein. Ouais, bah, ok, très bien, j'ai payé mon AdWords tous les mois pour la notoriété, etc. Mais c'est pas ça qui va me faire triper, parce que moi, ce que je veux, c'est que je paye, mais il faut qu'il y ait un résultat derrière. D'accord. Donc, le fait d'avoir de la conversion... Ah, il y avait une question, oui. Non, il n'y a que des réponses stupides, tout va bien. Alors, taguer une campagne qui vient de la télé ou de la radio, c'est tout simplement dire, OK, quand je suis sur l'annonce radio, j'ai, alors soit je laisse mon nom de domaine en live à la radio ou à télé. Maintenant, après, http://www.lenomdemacampagne.com/ le code promo qu'il faut bien retenir et que j'arrive pas à retaper parce que j'en tue pendant 10 secondes.com, c'est pas évident. D'accord. Maintenant, en utilisant par exemple une URL spéciale, donc en une vanity URL, ou par exemple, je sais pas, je sais pas, on est peugeot.com/promo. Ça, les gens arrivent à le retenir. D'accord. Cette URL courte, où on va dire quelque chose qui va être facile à retenir, qu'on annonce à la télé et à la radio, qui a un canal a priori non digital, on regarde après. Donc, si on utilise Google Premium, maintenant, il y a des choses qui permettent donc du coup d'uploader des calendriers médias. Donc, en gros, on peut dire voilà, ma pub passera sur telle chaîne à telle heure, et donc du coup, je peux automatiquement voir du coup en corrélation les pics qui vont avec. C'est comme ça que ça marche en fait. Si vous n'avez pas du premium, vous avez donc l'option de dire, ben voilà, je mets une URL spéciale qui est uniquement communiquée, ou un hashtag, un truc comme ça, qui est uniquement communiqué sur la télé et la radio à tel moment, bah, du coup, je récupère mes informations comme ça. D'accord. Donc, c'est pas à 100% précis, mais nous, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une pub voilà, média, on va dire classique, télé ou radio, qu'on annonce une URL spécifique sur ces canaux-là, on sait que la corrélation est quasiment immédiate, quoi. Et après, ce qu'on voit après, c'est l'effet de souffle. C'est la partie bouche à oreille et autres qui va contribuer. Okay. Donc c'est une super question. Ouais, voilà, donc c'est un petit peu la transition après. Pour la télé et la radio, qui ne sont pas des canaux digitaux traditionnels, enfin même s'ils sont en train de survivre, tout ce qui aujourd'hui a un lien cliquable doit être tagué avec les paramètres UTM de campagne. Donc on ne va pas faire un cours là-dessus aujourd'hui, je vous réfère à la doc. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, on se sert beaucoup de ces petites choses. Les téléphones portables, les tablettes, les devices, l'Internet des objets et autres bullshit. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous travaillez dans une appli qui fait un lien vers un site web, si ce lien n'est pas tagué, il va se retrouver en trafic direct. Dans votre trafic direct, ça va être un gros bazar, globi-boulga, qui est absolument insegmentable, incassable, intriable. Donc du coup, plus vous allez adopter une stratégie automatisée de marquage de vos campagnes ou de n'importe quel lien externe vers votre site, ou même les applis d'ailleurs, c'est moi sur les applis, plus vous allez donc du coup récupérer la bonne info sur le canal qui est utilisé. Voilà. Quand vous avez des sites où vous avez plus de 80% de votre trafic qui vient mobile, ou d'appli mobile, ben, je veux dire que c'est la cata pour retrouver ces petits en termes de canal après. Si vous n'avez pas tagué vos campagnes, vous êtes très très mal. Voilà. Donc,
Si vous avez de l'AdWords, qui ont des comptes AdWords qui ont été créés il y a plus de 6 ans? D'accord. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, activez la case automarquage des liens dans les URL. J'ai encore des comptes clients qui ont encore désactivé le marquage automatique. Pour des raisons X ou Y, c'est bien, on peut récupérer plus facilement un nom de campagne ou certains mots-clés, mais la partie attribution des budgets, etc., des clics et des impressions n'est pas bonne. Donc, s'il vous plaît, activez automatiquement vos... Voilà. Vous avez aussi donc, le fait donc, de lier les comptes Analytics et AdWords, et même les autres propriétés, donc AdSense. C'est y en a qui font un peu de AdSense dans la salle, bon là c'est toujours pratique. Vous avez aussi donc, le problème des redirections des URL d'arrivée de campagne, qui peuvent casser, dans le cas d'AdWords, les paramètres de tracking. Donc vos paramètres GCLID ou les UTM, etc., sur des pages d'arrivée de campagne, si vous avez une redirection bâtarde qui fait une redirection et qui du coup flingue ces paramètres-là, Google Analytics prendra uniquement le trafic en provenance, qui arrive sur la page finale. Si sur cette page finale, vous n'avez pas les paramètres de campagne, pas de bol. Vous n'avez pas de tracking, vous n'avez pas de ROI, pas d'information de campagne. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, utilisez une nomenclature de campagne. Donc, est-ce que vous avez donc des valeurs pour UTM, donc source, medium, campagne, qui vont du coup changer en fonction de ce que c'est du social, de l'email, du print, etc. De la Bribus, moi j'ai vu la Bribus, ou même des QR codes, ce que vous voulez. Les QR codes, c'est rigolo aussi pour faire ça. Hein. Pour montrer un exemple, par exemple, j'avais là, par exemple, pour mon autre site, je fais des... alors, j'essaie de le grossir un petit peu. Moi, ce que je me sers, c'est des comptes, des ID de campagne dans Analytics. Donc, en gros, je crée un code qui est, par exemple, là, j'ai fait une campagne avec InFocus, qui est un système d'email, donc où j'ai envoyé un mail avant un événement et un autre après pour remercier. Et ben, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé juste un code qui est donc en quelques caractères, qui est facile à insérer dans mes liens, mais qui, en revanche, une fois qu'il sera géré par Analytics, me dira, ben, je vais redispatcher ça en medium égale email, source égale InFocus, nom de ma campagne égale le nom de mon événement, etc. D'accord ? Donc le fait d'avoir ce genre de fichier que vous uploadez dans la console Analytics de manière régulière vous permet du coup de gagner du temps et en agilité pour le tagage de vos campagnes. D'accord ? S'il y en a qui sont intéressés là-dessus, venez me voir après. Ce n'est pas le but de la presse. Voilà, donc les édits de campagne, c'est très facile, ça vous simplifie la vie. Voilà. OK. Next. OK, le marquage e-commerce. Alors évidemment, marquage e-commerce. Ben ouais, Guignol. Combien de fois je l'ai vu ça ? J'ai les sites e-commerce où j'ai les transactions, où j'ai un chiffre d'affaires, mais je n'ai pas de produit. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, l'intégrateur il s'est planté comme une loutre quand il m'a fait le code des produits dans le panier, ou des produits qui étaient présents sur la page de confirmation de commande. Donc du coup, si je n'ai pas ce genre de niveau de granularité, mon chef de produit qui me dit j'ai vendu combien de grille-pain ? Je ne peux pas lui répondre parce que je sais que j'ai fait des commandes. Dans le back-office, ils ont expédié tant de grille-pain, c'est cool, mais il faut que je parte à la pêche aux infos chez eux pour me dire, OK, combien j'ai réellement envoyé de grille-pain ? Parce que du coup, je n'ai pas collecté l'info, parce que je n'ai pas bien tagué mes produits dans la page e-commerce. Donc, c'est hyper important que vous preniez le marquage sérieusement. D'accord ? C'est un petit peu le fil rouge aujourd'hui, c'est le marquage, c'est important, faites-le bien, parce que sinon, vous allez vous mordre les doigts a posteriori. Et comme dans Analytics, rien n'est rétroactif, et vous l'aurez dans l'os. Voilà. Enfin, s'il y a une chose qui est rétroactive, c'est le traitement des commandes, mais c'est pas... Bon, OK. Donc, pour l'e-commerce, faites hyper gaffe. Donc, s'il vous plaît, faites valider votre implantation e-commerce, d'accord ? Vérifiez que vous avez bien vos produits et vos attributs sur les pages clés, comme typiquement les pages de panier, les pages de processus d'achat et sur les pages de confirmation d'achat. D'accord ? Vous avez un nouveau module d'e-commerce avancé dans Analytics qui est hyper puissant, mais qui est aussi un peu touchy à mettre en place. D'accord ? C'est plus facile à mettre en place si on a par exemple le GTM et qu'on sert de ce qu'on appelle un data layer, donc un dictionnaire de données qui va me dire voilà c'est les attributs de telle page, tel produit que j'ai en compagnie, etc. Donc voilà, donc suivre bien la chaîne e-commerce classique qui est j'ai une liste de produits, une catégorie, je tombe sur une page de détail de produits, j'ajoute au panier et je passe par le processus d'achat pour arriver jusqu'à la page merci. D'accord ? Toutes ces pages-là ont un code e-commerce qui leur sont propres. D'accord ? Et chaque fois, ils ont des éléments dans le code e-commerce qui sont hyper touchy, hyper précis. Donc, il faut être sûr que vous avez bien tous les éléments qui vont bien. À la limite, mettez juste, par exemple, le prix de l'article, l'ID de l'article. D'accord ? Si vous en embête, mettez juste ça. Donc, le numéro de produit et le prix du produit. Et le reste, vous pouvez l'uploader dans Analytics avec l'upload de données. D'accord ? Quelqu'un a déjà fait ça, non, en fait, l'import de données ? Non ?
Ça, c'est pratique. Hein. Si vous avez par exemple un catalogue produit qui vous fait un dump CMV et CSV de OK, j'ai mon numéro de produit et puis après le libellé du produit, la catégorie du produit, le nom du produit, la catégorie. Bon. Ben, vous pouvez donc prendre ce fichier-là et vous l'uploader dans l'analytics. Donc vous allez dans l'admin, vous pouvez uploader ce fichier. Donc du coup, c'est plus simple pour un développeur, par exemple pour ne pas gérer des caractères accentués ou de gérer des versions de texte. Ben, du coup, le fait d'avoir un fichier que vous uploadez dans la console analytics vous permet donc de passer à travers ça. OK. Question là-dessus? Vous êtes formidable? OK. Next. La partie recherche interne. D'accord, c'est le dernier truc qui me fait hurler. Le problème, c'est que, ben ouais, il y a des gens qui cherchent, mais on ne sait pas ce qu'ils trouvent. Parce que, ben, du coup, on ne sait même pas capturer le mot-clé qu'ils cherchent. D'accord. Combien ont un site en Drupal ici? Quelques-uns quand même, d'accord. Donc si vous avez un site Drupal, vous allez voir que si vous avez déjà mis en place la recherche sur site avec Analytics, ben, sur Drupal, c'est l'enfer. Voilà. Parce que Drupal réécrit les URL de recherche, donc forcément, vous êtes obligé de décrire un petit bout de code exprès pour Drupal pour récupérer le mot-clé que vous avez tapé. S'il vous plaît, si vous avez un WordPress, vous avez un truc qui est équivalent, vous avez toujours un mot-clé S égale ou Q égale dans l'URL après une recherche. C'est ce mot-clé-là qu'il faut définir dans votre interface Analytics pour dire si je trouve ce paramètre-là dans l'URL, je le capture comme étant un mot-clé cherché par internaute. Pourquoi c'est hyper important? Parce que déjà, je veux savoir ce que les gens cherchent sur mon site. Est-ce qu'ils cherchent les produits que je propose, ou est-ce qu'au contraire, ils sont en train de se dire, OK, mais ils cherchent quelque chose que je ne propose pas encore, mais c'est aussi une piste. Ça se trouve, ils pensent que moi, en tant que marque, je propose ces produits et services, mais c'est complètement planté. Donc, c'est le coup de revoir mon marketing. Il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est que les gens qui se servent de la recherche, vous allez regarder, regardez vos stats, c'est assez probant en général. Les gens qui servent de la recherche interne, c'est des gens qui vous donnent une deuxième chance. Ce sont des gens qui arrivent en général du SEO pour la plus grande part. Il y a très peu il y a beaucoup moins de recherche interne qui se produit quand on passe en canal accès direct ou un canal campagne. Les plus grosses visites en termes de recherche interne sont en général celles qui viennent du SEO. Donc, ce qu'on se dit, c'est que le postulat que je fais, c'est les gens qui servent de la recherche interne, c'est des gens qui sont pas satisfaits de la page sur laquelle ils tombent quand ils arrivent depuis un lien naturel. Donc en gros, on arrive sur une page et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé... Alors, comme maintenant, il y a notre provided, on peut se brosser pour savoir ce qu'ils avaient vraiment cherché à la base, mais si on arrive sur une page où on se dit il y a une recherche, clairement, c'est une deuxième chance. Donc, je n'ai pas intérêt à me louper. Donc déjà, il faut que mon indexation de page soit nickel et que je puisse traquer déjà le nombre de résultats de recherche, le nombre de pages qui ont été vues après la recherche, mais ça, c'est traqué automatiquement par Analytics, traquer si des liens de résultats ont été cliqués. Ça, c'est hyper important. Donc, ça vous permet donc déjà de voir si votre recherche donc, marche et si elle est utilisée. Et surtout, est-ce que j'ai eu des visites avec des clics sur les résultats de recherche qui ont donné lieu à une conversion? C'est vraiment ça qui me fait triper. Moi, c'est OK, très bien. Les gens cherchent. Ils se servent d'un outil que je mets à disposition sur mon site. Je veux voir si cet outil a de la valeur. Donc, OK, est-ce que j'ai fait des recherches sur le site? Est-ce qu'ils ont acheté? Ou est-ce qu'ils ont abonné? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'important? Est-ce qu'ils ont converti suite à une recherche? Ça, c'est hyper important. Et si vous n'avez pas mis en place la recherche sur le site, vous perdez c'est une mine d'or, franchement. Si vous n'avez pas cette information-là, c'est bon. Et encore une fois, normalement, je vous aurais montré ça dans la console, mais c'est pas, bon, on n'a pas de Wi-Fi. Donc, c'est la partie, on va revoir sur un peu les recours. Donc, si vous avez un CMS comme Drupal, comme si vous avez du Typo 3 par exemple pour les plus warriors, si vous avez d'autres choses, du Jaya ou des trucs un petit peu olé olé, assurez-vous que votre développeur s'est pas juste fait plaisir intellectuellement, mais qu'on peut récupérer dans l'URL les mots-clés de recherche ou que vous pouvez les passer à votre tag manager. D'accord ? Définissez les catégories de recherche, ça c'est hyper important. Parce que si vous avez un moteur de recherche interne qui n'est pas juste je tape un mot-clé dans une case, vous avez moyen de dire ok, ma recherche elle est sémantique, elle est par option, je vous incite, vous prenez un Redoute par exemple, vous allez voir, vous allez voir les jupes, ok, donc jupe, ok, je veux cintré, pas cintré, je veux telle couleur, je veux taille. Du coup tous ces paramètres là, c'est autant de cases à cocher ou autant de paramètres sémantiques ou de catégorisation que vous pouvez choisir. Et si vous pouvez donc du coup dire votre recherche, j'ai cherché le mot-clé jupe, mais en plus j'ai associé
N ou N catégories de recherche, ben celle-là, vous avez gagné, quoi. D'accord? Donc ça, c'est allez voir la doc, ça c'est pas sympa. Et voilà. Et s'il vous plaît, quand vous avez l'option activer la recherche sur le site, il faut que vous supprimiez les mots-clés des URL. Parce que dans vos rapports, vous avez explosé le nombre de pages dans vos rapports. Puisqu'en fait, en gros, il faut savoir que Analytics, enfin, en l'occurrence, Analytics, il a une base de données de... l'ensemble des rapports d'Analytics fonctionne avec des tables. Des tables de base de données, donc en gros, c'est des containers qui font n milliers de lignes. Quand vous arrivez au bout du nombre de lignes, Google Analytics crée un truc bizarre qui s'appelle Other. Et ça, c'est pareil, c'est un gros Ruby-Boulga, vous n'arrivez pas à le segmenter. Donc, du coup, il faut absolument que vous ayez un nombre de pages limité ou plus facilement traitable. Donc, une façon de faire ça, c'est d'exclure les paramètres de recherche des URL. Voilà. C'est tout. Donc là, on a fini sur les parties, les erreurs, mais voilà, mais allez, bougez-vous maintenant, je vais donner plein de pistes, allez optimiser. Mais sérieusement, vous avez donc besoin de traiter 3 canaux en fait, dans votre marketing. C'est la partie acquisition, donc tout ce qui est campagne. Contenu et navigation, c'est les pages, les clics, la recherche interne. Conversion, c'est tous les tags de conversion, donc les URL atteintes, les événements clés et les pages de conversion e-commerce. D'accord ? Ensuite, vous avez quand même besoin, alors je sais que c'est un petit peu haut niveau, mais voilà, posez-vous les bonnes questions en avant, parce que le fait d'avoir juste des stats GA dans un rapport Excel que vous allez arrêter de lire au bout de 2 semaines, c'est pas ça qui va vous faire changer de boulot. Quand on parle de transformation digitale, c'est un gros mot, mais en même temps, on se dit c'est une façon de changer de travailler. Enfin, une façon de changer la façon de travailler plutôt. Donc, pensez d'abord conversion et mesure de la performance. D'accord ? Parce que c'est ça, encore une fois, c'est ça qui vous permettra d'évaluer votre boulot. D'accord ? Et de dire, OK, de vous justifier votre rôle, justifier le patron et le faire mousser. Créer des checklists. Donc les checklists, c'est OK, je lance une nouvelle campagne, est-ce que j'ai pensé? OK, je fais du social, est-ce que mes liens dans Facebook sont prêts? Est-ce que mes liens dans mon emailing sont prêts? Et passer du temps à vérifier. C'est pas drôle, mais il faut le faire. Donc si vous arrivez, essayez de l'automatiser. Donc là, je prêche pour ma paroisse. Donc nous, on a développé encore une fois WebScan qui me dit, ben voilà, en 2 coups de cuillère à peau, je sais que mon tag Facebook, il est bien implémenté sur N% de mes pages, que mon tag GA, il est bien implémenté et que les 2 chiffres vont bien ensemble, donc mon GA est déployé par GTM. D'accord? Donc ça, c'est assez pratique. Hein? Donc, si vous êtes intéressé par ça, venez me voir après. Merci à tous.